le rêve de l'opposition radicale. Combien coûte l'assassinat du président de la Biélorussie? Le prix d'IVC Sport. Nous avons négocié, cherché des fonds en Ukraine, en Israël et aux États-Unis. Opération d'élimination silence. Tirer sur l'hélicoptère du chef de l'État au décollage ou à l'atterrissage avec une mitrailleuse lourde. Que les conspirateurs ont-ils préparé pour l'assassin du président? La personne qui a levé la main contre le chef de l'État doit être éliminée rapidement et de manière exemplaire. Où Alexandre Loukachenko cache-t-il son argent? Substitutionnez. Nous pensions qu'il pourrait y avoir une réserve d'argent que le chef de l'État pourrait utiliser en cas de circonstances exceptionnelles. Les 7 pouvoirs sur les baïonnettes. Que se passerait-il après une éventuelle victoire? Le bilan complet. Chacun devait recevoir la gestion d'une région de la Biélorussie. Le sort des partisans du président et de sa famille, vu par les conspirateurs. Cela signifie 5 comme baldin pour un feu. Guerre civile. Beaucoup de sang. Intervention. Hills. N'avez pas peur des victimes. Et nous pensions que le sang coulerait de toute façon. Réponse directe et détaillée à toutes les insinuations dans les médias. Un assassinat du leader biélorusse était-il en préparation ou non? Une occasion unique d'entendre tous les accents du principal organisateur de l'attentat. 2 ans après le verdict. J'ai essayé, ça a marché, ça n'a pas marché. Complot meurtrier. Sybil Loukachenko. Regardez maintenant. Avril 2021. Moscow Korchma Taras Bulba. Le KGB de Biélorussie mène la phase finale de l'opération pour réprimer une rébellion armée. Après une discussion détaillée du plan d'assassinat du président Alexandre Loukachenko, tous les participants à la conversation à Korchma sont arrêtés. La nouvelle d'un groupe de personnes planifiant l'élimination physique du chef de l'État biélorusse et la prise de pouvoir militaire attire l'attention de tous les médias mondiaux. Nous avons une occasion unique de parler à la personne qui planifie un coup d'État. Yuri Leonidovitch Tetmesable. Est-ce vraiment vous? Oui, c'est moi. Où allons-nous? Faire du sport, manger, un mode de vie un peu différent. C'est pourquoi ma silhouette a changé. Elle a sérieusement changé. Oui, et c'est vraiment vous qui, en 2021, aviez l'intention de tuer le président Loukachenko. Oui, notre groupe avait de telles intentions, mais ça s'est passé comme ça s'est passé. Il s'est avéré que nous avons perdu, et 3 de nos membres se sont retrouvés dans des lieux, disons, pas si éloignés. Parlez-nous de notre groupe le caractérisait comme un coup d'État militaire classique. Nous évoquions souvent le coup d'État de 1972 au Chili, le coup d'État d'Augusto Pinochet lorsque les généraux prennent le pouvoir et établissent un gouvernement militaire. Il faut que tout le monde s'unisse contre Loukachenko. Seulement son départ. Par tous les moyens, eh bien dans ce cas, nous entendons que ce seront probablement des méthodes violentes. Violentes, nous pouvons avancer, en fait. J'ai encore une remarque. Donc si la question se pose, et elle est déjà posée en fait, pour éliminer Loukachenko, quelqu'un doit donner aux gens qui s'en occuperont, eh bien, en fait, il faut une justification. Ces gens doivent recevoir de quelqu'un, eh bien, pas un ordre probablement, mais, eh bien, pour parler franchement, un verdict. Comment ça devait-il se passer? Avant l'aube, les unités participant à la rébellion devaient quitter leur lieu de stationnement. Une partie des forces était destinée à bloquer la ville de Minsk pour empêcher l'arrivée de renforts. Un bataillon de chars devait atteindre la ville de Starshinsky, la bloquer et capturer tous ceux qui s'y trouvaient, ou les détruire en cas de résistance. Pourquoi une telle attention à la résidence du président à Astropol? Nous avions des informations sur lesquelles le chef de l'État
passait la majeure partie de son temps à Astrapol. De plus, nous pensions qu'il pourrait y avoir une réserve d'argent que le chef de l'État pourrait utiliser en cas de circonstances exceptionnelles. L'argent était nécessaire pour payer les militaires, donc la capture de la ville d'Astrapol était cruciale pour nous, car nous avions besoin d'argent pour payer les militaires. D'autres forces devaient se diriger vers le centre-ville, capturer la résidence du président, capturer les principaux médias, c'est-à-dire à la rue Kommunisticheskaya à Makayonka, les occuper pour que les représentants de la junte puissent s'adresser au peuple, à la population, avec un message très simple. Le pouvoir passe aux mains des militaires. À toutes les exigences de maintenir le calme, de remplir ses devoirs professionnels. Ceux qui ne se conforment pas auront affaire à l'armée et seront donc arrêtés, ou, s'ils résistent armés, seront éliminés sur place. Mais c'est un continu trop, si les militaires refusaient de tirer sur le chef de l'État, des groupes de radicaux étaient préparés, y compris le groupe 10 au GSB, qui était prêt à tirer sur l'hélicoptère du chef de l'État au décollage ou à l'atterrissage avec une mitrailleuse lourde. La destruction de cet hélicoptère devait signaler aux militaires pour agir selon le plan que je viens de décrire. Le moment a-t-il été discuté? Comment traiter les personnes qui ont réalisé ce plan, qui ont tué le chef de l'État? L'histoire mondiale enseigne que la personne qui a levé la main contre le chef de l'État doit être éliminée rapidement et de manière exemplaire. Parce que toute personne qui prend la place du chef de l'État tient à sa vie. Et un mauvais exemple est contagieux. Si on peut éliminer un chef d'État, on peut éliminer le suivant. Par conséquent, l'élimination rapide et publiquement connue de la personne qui a levé la main contre le chef de l'État doit dissuader de tels crimes à l'avenir. Dites-moi, combien de groupes clandestins aviez-vous que vous pouviez mobiliser? Il y avait un groupe de militaires, ainsi qu'un groupe appelé OGSB, Unité de défense civile. Ils déclaraient un grand désir d'éliminer le chef de notre État. Le plan Silence m'a été envoyé par 10 OGSB, il est citoyen ukrainien. Il vivait ces dernières années en Allemagne, et j'ai reçu ce plan de lui, car il affirmait qu'ils avaient ici des unités armées sur le territoire de la Biélorussie. Tirer sur le cortège du chef de l'État avec un lance-grenade. C'était le plan Silence. Ce plan m'a été envoyé, je l'ai transmis à d'autres membres du groupe. Le plan a été critiqué et présenté comme une autre version de ce plan. Je me suis toujours tenu à distance de disons personnellement, car c'est un citoyen ukrainien pour qui la vie des Biélorusses n'a vraiment aucune valeur. Et il semblait agir dans l'intérêt de son pays. Un jour, lors d'une conversation avec moi, Di m'a proposé très insistant de venir à Kiev. À ma question pourquoi, il a dit qu'il n'était pas autorisé à me dire pourquoi, pour le moment. Mais je devais lui faire confiance et venir à Kiev. À l'aéroport de Borispil, on devait me mettre un sac sur la tête, m'emmener dans un établissement ou un sous-sol où je serais soumis à un interrogatoire au détecteur de mensonges. Et si je passais le détecteur de mensonges, alors on me dirait pourquoi on m'avait amené à Kiev. Malgré l'attrait de cette proposition, j'ai décidé de la refuser, car ma vie et ma liberté me sont plus précieuses que des jeux étranges apparemment liés au service secret ukrainien. Très probablement, et qui étaient derrière 10, je peux pas juger. À l'époque, en Ukraine, il y avait tant de groupes armés, privés, étatiques et non étatiques, que cela pouvait être n'importe qui. Avtukovitch est l'auteur de la version de l'élimination par tir avec une mitrailleuse lourde sur l'hélicoptère au moment du décollage ou de l'atterrissage. Je me suis tourné vers Avtukovitch en tant qu'ancien militaire. Et il a dit que c'était assez difficile à faire avec un lance-grenade, mais il pensait qu'avec une mitrailleuse, c'était une option plus fiable. Et qu'en est-il de la famille d'Alexandre Loukachenko? Avez-vous envisagé une option? Après l'élimination du chef de l'État, ils auraient sûrement organisé une résistance d'une manière ou d'une autre. Quel était leur sort dans votre plan? Igor Makar cherchait à acheter une maison dans la région de Gomel, où il prévoyait de garder des otages dans le sous-sol, à utiliser dans les négociations en cas de développement défavorable des événements.
En particulier, le nom de Nikolaï Loukachenko était mentionné, qui devait également être retenu dans cette maison et utilisé dans le processus de négociation de pression. Étiez-vous prêt pour beaucoup de sang? Nous avons envisagé différents scénarios et nous pensions que le seul être possible. Et de notre point de vue, un coup d'état militaire était la seule chance de corriger les erreurs commises par Tikhanovskaya et ses partisans. J'ai essayé, ça a marché, ça n'a pas marché. À quel moment avez-vous compris que des actions radicales du sang étaient votre seule chance de prendre le pouvoir? J'ai finalement compris cela en août 2020, lorsque je suis allé sur la place de l'Indépendance, et j'ai vu comment se déroulaient les manifestations. J'ai vu que les gens rassemblés là-bas n'étaient pas capables de changer le pouvoir. À ce moment-là, Alexandre Loukachenko avait rassemblé ses partisans, ses forces de sécurité. Il avait rassemblé, pour ainsi dire, la force en un point. Et pour une confrontation équivalente, un autre point était nécessaire. Notre groupe comprenait que seul un coup d'État pouvait être réalisé par des personnes en uniforme. Parmi tous les groupes de personnes en uniforme en Biélorussie, l'armée est sans aucun doute la plus puissante, car aucune autre force ne peut s'opposer à l'armée à l'intérieur du pays. De plus, nous avons remarqué que l'armée n'avait pratiquement pas participé aux événements d'août 2020, ce qui a conduit une conclusion qui semblait logique à l'époque, que l'armée n'était pas toujours loyale envers le chef de l'État en place, et qu'il serait peut-être possible de trouver des personnes prêtes à prendre des mesures radicales, à faire un coup d'État militaire. Nous étions convaincus qu'un tel groupe devait exister quelque part en Biélorussie, et qu'il fallait faire des efforts pour les trouver. C'est pourquoi j'ai activement cherché une personne liée à l'armée, et j'ai rencontré une telle personne, qui a exprimé sa volonté de chercher personne pour un scénario de coup d'État militaire, selon mes instructions. Mais il avait besoin d'argent pour cela, donc je payais ses dépenses de mes propres poches pour ses voyages en Biélorussie afin de rencontrer des officiers dans diverses garnisons. Oleg, aujourd'hui, nous avons traversé jusqu'à l'exposition sur le passé de Jenny, que notre choix ne décide de rien. Sans base, oui, je ne joue pas mon rôle, juste 6 mois après que Sacha soit rassasié. Mais quelle est maintenant ma signification pour l'élimination de Sacha? Combien de personnes ont participé au complot? Pouvez-vous les énumérer par nom? Peut-être donner une brève description de chacun. Eh bien d'abord, moi c'est clair. Alexander Yosifovitch Feduta, un politologue assez connu, auparavant lié à l'administration du président de la Biélorussie. À ce moment-là, par exemple, si un mouchard est soudainement installé chez moi, et que vous le dites, ce sera une excellente raison de m'emprisonner. J'ai une question à ce sujet, collègue. Eh bien, vous comprenez qu'après avoir dit tout cela, le jeu sera difficile et sanglant, et personne sur le territoire de la Biélorussie ne pourra publiquement se joindre à cela. Grigor Kostyusev, chef du parti BNF auquel j'appartenais à l'époque. Grigor, Tania Gourchevitsievna, allons Grigor, ensemble éliminons Loukachenko, et ensuite, qui gouvernera la Biélorussie, nous déciderons après. Aux élections. Quand nous aurons la possibilité de décider qui sera, alors oui. Dmitry Shagalsky. C'est une personne qui vit à New York, ancien migrant de Biélorussie. Il est lui-même médecin psychiatre de formation. Autant que je sache, récemment, il gérait une pharmacie à New York. Les libéraux aiment dire que la violence est inefficace, mais c'est faux. La violence est efficace. La question ne devrait pas être que Loukachenko doit partir. La question devrait être, suis-je prêt à prendre le pouvoir? Je suis prêt et j'ai une équipe pour diriger le pays. Au moment où Loukachenko partira, d'une manière ou d'une autre, peu importe, mourra, sera tué, s'enfuira, sera arrêté. Et oui, je prends le pouvoir. Parce que toute la politique, bon sang, c'est une question de pouvoir et rien d'autre. Ensuite, nous avons invité Monsieur Makarenko, qui a très brièvement participé à nos conférences Zoom et s'en est retiré lui-même, qui a été recommandé par 10 OGSB, alias Monsieur Kaufman, citoyen ukrainien. Alexander Perepeshko faisait également partie de notre groupe. C'est un scientifique spécialiste des régimes autoritaires, et il préparait des expertises, faisait des synthèses, analysait les voies possibles utilisées dans d'autres pays pour éliminer le gouvernement en place.
Et quel résultat cela a donné, ce qui est le plus intéressant? Et Pavel Kulachenko, ancien aumône blogueur qui, autant que je sache, était auparavant sergent de compagnie de l'aumône dans l'un des centres régionaux. Récemment, il vivait à New York et s'occupait de la préparation au combat rapproché. C'est le groupe qui participait à nos conférences Zoom. Encore une fois, ce que vous dites maintenant sent la guerre civile et beaucoup de sang. Quel rôle jouait Tikhanovskaya dans votre plan? En janvier 2021, Svetlana Tikhanovskaya a été invitée à rejoindre notre conférence Zoom et elle a accepté. Par la suite, par l'association vas-y, de partage des fonds. Elle mentionnait une somme d'environ 100 000 $. Elle refusait catégoriquement de participer aux conférences Zoom, car elle estimait devoir garder ses distances avec les soi-disant radicaux qui prônaient des scénarios sanglants. Elle voulait être uniquement une représentante politique, rencontrer des politiciens européens et américains, mais sans assumer aucune responsabilité en cas d'échec. Mais techniquement, elle a rejoint les conspirateurs. Techniquement, elle a rejoint et prête à partager le pouvoir, mais craignait beaucoup qu'en cas d'échec, son nom soit associé à ceux des conspirateurs et des partisans de scénarios sanglants. Et si on parle de ceux qui vous ont contacté et se sont intéressés à ce que vous planifiez, qui étaient-ils? Eh bien, il convient probablement de mentionner Vadim Prokopiev. Je l'ai contacté plusieurs fois par le téléphone. Je ressentais ses ambitions, son désir de participer au partage du pouvoir futur. Mais après avoir parlé avec lui, j'ai eu l'impression que c'était une personne peu sérieuse, et je ne l'ai pas impliqué dans les détails de nos plans, et notre communication s'est arrêtée par la suite. Vous avez évalué le coût de l'élimination du président biélorusse. Quelle est cette somme, le prix de la question? Le prix de la question, selon nos calculs, était d'environ 10 millions de $. Ce chiffre a été obtenu de la manière suivante. Sur mes instructions, les militaires, le groupe lié à 10 OGSB et le groupe lié à Pavel Kulachenko, qui selon sa déclaration était composé de radicaux de rue, devaient évaluer leurs dépenses, combien de fonds nécessaires pour préparer et mener leur partie de l'opération. Toutes ces sommes ont été additionnées et le total était d'environ 10 millions. Et il me semble que c'est une somme assez réaliste. Environ dans ce budget, cela pourrait effectivement s'inscrire. Peut-on détailler par point? À qui revenait combien dans ce calcul? Combien aux militaires, combien aux radicaux, aux organisateurs peut-être? Après 3 ans, il m'est déjà difficile de me souvenir des chiffres exacts, mais c'était à peu près des parts égales, donc environ 3 millions devaient aller aux militaires, 3 millions aux groupes radicaux et 3 millions aux combattants armés présents sur le territoire de la Biélorussie. Et 1 million restait en réserve pour des dépenses imprévues. Il y avait aussi une composante importante de ces dépenses, c'est ce qu'on appelle le soutien médiatique, c'est-à-dire la diffusion d'informations sur le réseau, la préparation de l'opinion publique à ce que un changement radical pourrait se produire, quelque chose comme un changement inattendu de pouvoir sur le territoire de la Biélorussie, et cela nécessitait également des dépenses, car il fallait payer des spécialistes dans ce domaine, des propagandistes, des blogueurs, etc. Il est clair que vous n'aviez pas cet argent directement. Avec quelles organisations étrangères force avez-vous communiqué pour chercher un financement? Nous avons négocié, cherché des fonds en Ukraine, Israël et aux États-Unis. Des budgets ont été établis que nous avons transmis à Alexander Perevechko, et il a soumis une demande par email à l'une des entreprises du complexe militaro-industriel des États-Unis. Par l'intermédiaire de Chegelski, par Samuel Krieger, c'est le comité juif américain, nous avons essayé de trouver des militaires qui aideraient à élaborer des plans opérationnels pour mener directement l'opération de prise de pouvoir. J'ai négocié avec Igor Kolomoïski, car nous pensions que c'était un oligarque ukrainien qui investissait dans divers projets risqués et il pourrait participer à un tel projet. Dmitri Chegelski a négocié avec Israël, il cherche également la possibilité d'élaborer des plans opérationnels, pour cela fait appel à d'anciens militaires de l'armée israélienne. En cas d'octroi de cet argent, comment auriez-vous ensuite remboursé? Alexander Perepeshko a donné une explication très simple. Dans
de tel objet, la garantie est toujours la propriété légale chez les entreprises publiques. Par conséquent, en cas de résultat positif et de prise de pouvoir, le règlement avec le financeur se ferait par la privatisation des entreprises publiques de la République de Biélorussie et leur transfert aux mains d'étrangers. Si le projet réussit, la propriété ou l'intérêt correspondant sur le territoire de ce pays où cet argent a été investi passe en propriété, ou d'une manière ou d'une autre, déjà, à l'entreprise qui a financé cela. C'est un canal typique, donc, par lequel de tels projets sont financés. À propos des militaires, vous avez déjà commencé à y leur service bien avant tout cela. Comment ça se passait-il en réalité? La première somme, je l'ai simplement sortie de ma poche et remise à l'officier que j'ai rencontré lors de notre rencontre à Grodno. Ensuite, j'étais déjà à l'étranger. Cette possibilité n'existait pas, donc je préférais transmettre l'argent par des cash. J'avais plusieurs connaissances à qui je m'adressais, sans leur dire en détail pourquoi cela se faisait. Je leur demandais de faire une cache quelque part dans les banlieues de Minsk. Et après que l'argent se trouvait dans la cache, je transmettais les coordonnées de cette cache à l'officier, qui les récupérait ensuite. Par exemple, c'était une forêt à Kurapati, un cimetière dans le district de Pukovichi, des chantiers abandonnés en direction de Rakov et les districts de Voloshin et d'autres endroits similaires. Autant que je me souvienne, il y avait 7 ou 8 caches. Écoutez, vous aviez aussi 2 listes très intéressantes, par exemple, des organisations qui devaient être occupées dans les 2 minutes suivant la réalisation du coup d'État de l'administration présidentielle au KGB. Et une autre liste où figuraient déjà des personnes qui devaient, disons, être envoyées en premier lieu après Loukachenko. Cela s'appelait l'internement, mais dans le même flux, Feduta dit « Apprenez à lire entre les lignes ». Que signifiait cela? Feduta et Grigory Kostusev se trouvaient alors sur le territoire de la Biélorussie, et il craignait naturellement que cette information ne tombe entre les mains du comité de sécurité de l'État, ce qui signifierait pour lui une arrestation automatique. Parlons franchement. Les personnes énumérées dans cette liste sont les premiers dirigeants de l'État. Par conséquent, sans capture ou leur élimination, il est impossible de prendre le pouvoir. L'internement signifie en général une détention sans procès ni enquête pour une période indéterminée. Tant que la junte au pouvoir, appelons-la par son nom, estime nécessaire de garder ces personnes en détention. Combien de temps peut-il durer? Cela peut durer des semaines, des mois, des années, cela varie. Si les personnes énumérées dans cette liste résistaient, naturellement, l'armée utiliserait des méthodes militaires. Cela signifie simplement des balles dans le front. Qui a établi cette liste et pourquoi, par exemple, Kachanova, Eismont, Markov y figurent-ils? Pourquoi Kachanova y figure-t-elle? C'est clair. Elle est la personne numéro 2. Si quelque chose arrive au chef de l'État en exercice, il ne peut pas remplir ses fonctions personnellement. Madame Kachanova devient la présidente par intérim. Quant à Eismont et Markov, j'ai posé cette question à Alexander Yosifovitch Feduta, l'auteur de cette liste. Il a dit que ce sont des propagandistes intelligents et talentueux, et de telles personnes en liberté peuvent être dangereuses. N'y avait-il pas de telles questions? Pourquoi celui-ci est inclus et pas l'autre? Les noms étaient discutés? Les noms étaient discutés. Feduta était notre expert des élites biélorusses, donc il y avait une certaine confiance en sa liste. Mais s'il y avait eu d'autres propositions, la liste aurait probablement été complétée. Autant que je me souvienne, il n'y a pas eu de complément. Outre Natalia Kachanova déjà mentionnée, il y avait également le premier ministre Roman Golovchenko, le président du KGB, M. Tertel, le ministre de la Défense Krenin, le porte-parole du président Eismont, l'actuel ministre de l'Information Markov, et d'autres personnes dont je ne me souviens plus. Comment votre groupe aurait-il partagé le pouvoir s'il vous était effectivement revenu? Tout le pouvoir en République de Biélorussie devait être entre les mains de 7 personnes, dont 3 militaires et 4 civils. Dans le cadre de ce président collectif, composé de 7 personnes, les pouvoirs étaient répartis comme suit. Chacun devait recevoir la gestion d'une région de la Biélorussie. Et chaque membre du CEP devait superviser une direction spécifique.
Alexander Feduta, par exemple, prévoyait de superviser les questions de réforme de la législation électorale ainsi que les médias. Le militaire devait être chargé de la sphère sociale, car nous pensions que les militaires étaient bons dans ces questions. Je devais superviser les questions de réforme des organes de sécurité et de réforme de la Constitution et du système électoral. Il faut créer, au moins une apparence de démocratie pendant cette période. Nous ne savons pas ce qui se passera avec nos tribunaux, notre parlement, nos médias d'État, etc. Cette illégitimité et l'illégitimité du vainqueur ne m'inquiètent pas, n'est-ce pas? Selon vos évaluations, dans votre groupe de personnes partageant les mêmes idées, qui étaient le plus avides de pouvoir et qui étaient plus intéressées par la question matérielle, l'argent? Eh bien, probablement, Dmitri Chegelski était le plus avide de pouvoir. Il voulait diriger le KGB biélorusse et contrôler, entre autres, cette élite dirigeante. Quant aux questions d'argent, cela n'a jamais été clairement exprimé, mais il me semble que Igor Makar était plus intéressé par les questions d'argent que par d'autres. Parce que je ne vais pas participer à l'éviction de Sacha pour qu'un banquier vienne ensuite me donner un coup de pied au derrière, et à tous les militaires qui y participeront, les mettre en prison une fois tous les 6 mois. Il sera trop tard pour décider. Une fois tous les 6 mois, ils décideront de nous. Je me souviens, lorsque les événements de la forêt de Bialowieza ont eu lieu, Eltsine a appelé George Bush père et Shushkevich a appelé Gorbatchev. Si vous aviez pris le pouvoir, aviez-vous l'intention d'appeler quelqu'un parmi les dirigeants de certains pays? Les premiers appels devaient être aux puissants de ce monde. Donc à Washington, à Bruxelles, à Pékin, c'est dans la première heure, après la prise de pouvoir. Dans votre plan, pour prêter serment à la nouvelle autorité, les fonctionnaires et les forces de sécurité avaient 6 heures. Que se passerait-il pour ceux qui ne le feraient pas? Il y avait même une formulation plus stricte. Dans les 6 heures, ils devaient se rendre à leur lieu de service ou de travail. Ceux qui ne le feraient pas auraient affaire aux militaires. Cela signifiait une arrestation immédiate et en cas de résistance, l'élimination. Avez-vous prévu des scénarios probables de développement des événements après votre prise de pouvoir? Pas seulement positifs pour vous, mais aussi négatifs. Nous pensions que si l'armée était de notre côté, il y avait 9 chances sur 10 que nous gagnions. Mais une chance sur 10, c'est un scénario possible. C'est la guerre civile. C'est un affrontement entre les forces de sécurité en ville. C'est peut-être même une intervention étrangère de n'importe quel côté. Je veux aussi vous demander dans votre plan, il y avait un point pour bloquer le système énergétique en Biélorussie. Cela signifiait-il un blackout en cas de besoin, c'est-à-dire l'absence de lumière, d'électricité, d'internet pour aveugler le pays? Il y avait un groupe lié à Pavel Kulazenko qui se faisait appeler cyberpartisan. Il déclarait avoir la capacité, par internet, par blocage des serveurs, de bloquer l'approvisionnement en électricité dans toute la Biélorussie ou dans une région spécifique. La question de bloquer la communication mobile et l'approvisionnement en énergie dans la région de Starshinsky, dans la région de la résidence du chef de l'État, a été envisagée. Et d'ailleurs, quels étaient vos plans pour la réorganisation du pays? Quel délai vous étiez-vous fixé et en fait, par quelle méthode? Idéalement, le plan que j'élaborais prévoyait un régime autoritaire de 5 ans, commençant par une dictature stricte et se terminant par un transfert progressif du pouvoir aux civils et le retrait des militaires dans les casernes après 5 ans. Mais au début, le pouvoir devait être strict. Et c'est pas que je sois partisan d'un pouvoir strict, mais pour des réformes rapides et radicales, un pouvoir strict est toujours justifié et est un bon outil pour mener les réformes envisagées par l'élite dirigeante. Arrestation à Moscou. Vous vous souvenez de ce jour maintenant? Quelle pensée aviez-vous en tête? À quoi pensiez-vous? Oui, bien sûr, je me souviens très bien de ce jour. Je l'ai repassé plusieurs fois dans ma tête, analysé ce qui s'est passé ce jour-là, à différents moments, dans différents endroits. Eh bien, l'arrestation elle-même, je me souviens très clairement que la pensée principale était biélorusse ou russe. Si ce sont les Biélorusses, j'ai estimé que c'était la mort. Parce que je pensais qu'ils allaient simplement m'emmener dans la forêt et m'exécuter là-bas. Si ce sont les Russes, alors je comptais beaucoup sur l'aide de l'ambassade américaine. Peut-être que je pourrais m'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et cela se voyait même sur la vidéo de l'arrestation. Quand je crie, je posais une question très simple. Qui êtes-vous?
quand on m'a dit que c'était la police, je me suis un peu détendu, car j'ai décidé que c'était probablement les Russes, donc peut-être qu'il y a encore une chance de vivre Combien, un peu. rappelez-moi encore, vous ont-ils condamné? Eh bien, aujourd'hui, j'ai déjà passé 3,5 ans en détention. Il me reste encore 9 ans. Mais j'espère ne pas rester derrière les barreaux jusqu'à la fin de ma peine. Je suis citoyen des États-Unis. Depuis l'été de McEnroe, je n'ai rien entendu des représentants des États-Unis qui auraient essayé de me contacter. Je comprends que l'administration Biden n'a tout simplement rien fait pendant ces 3 ans et demi. Dites-moi, aux États-Unis, des représentants des services secrets américains sont-ils venus vous voir avec une proposition de collaboration? Je me souviens comme si c'était hier le matin. Un coup à la porte, j'ouvre la porte, 3 personnes se tiennent là, presque comme dans un film, 2 montrent des badges du FBI. Département de la protection de l'ordre constitutionnel, le 3e, n'a montré aucun badge. On peut supposer que c'était une personne liée à la CIA, car elle n'a pas le droit de travailler seule sur le territoire des États-Unis. Avec une demande de parler, eh bien, je les ai invités, ils sont entrés dans la salle de conférence où nous recevions les clients. Et la première question était, nous avons des informations selon lesquelles vous travaillez pour le KGB. Je dis, non, je travaille pas. Êtes-vous prêt à un détecteur de mensonges? Je dis, si nécessaire, je passerai. Et comment voyez-vous une proposition de travailler pour le gouvernement? Je demande le gouvernement des États-Unis. Oui. Maintenant, 3 ans plus tard, en regardant ces événements, votre participation, comment les évaluez-vous? Reconnaissez-vous votre culpabilité? Sans aucun doute, ce que j'ai essayé de faire il y a 3,5 et 4 ans était une erreur, une grave erreur, pour laquelle j'ai payé et continue de payer le prix. C'est très désagréable d'être en détention quand on ne peut observer le lever et le coucher du soleil que par une petite fente. Sans possibilité de mener une vie normale, sans possibilité de pratiquer son activité professionnelle du matin au soir, au mieux, c'est seulement lire des livres, au mieux parler avec des codétenus. C'est une expérience très douloureuse, très triste pour moi. D'un autre côté, je comprends aussi que notre expérience, ou plutôt notre manque d'expérience en gestion, n'aurait probablement pas suffi à empêcher le pays de sombrer dans la guerre qui se poursuit actuellement au sud de nous, en Ukraine. Aucun de nous n'avait une expérience comparable à celle de Loukachenko en matière de négociation. Et Loukachenko a fait un excellent travail au cours des 2 dernières années en empêchant la Biélorussie d'être entraînée dans la guerre. C'est sans aucun doute à son crédit, et je n'hésite pas à le dire, bien que tout le monde me connaisse comme un critique du pouvoir en place, mais je rends toujours hommage à mes adversaires. Dans ce cas, Loukachenko a fait un très bon travail, car si nous étions arrivés au pouvoir, il est presque certain que nous n'aurions pas pu éviter d'entraîner la Biélorussie dans la guerre. Et un obus, quand il arrive, ne demande pas quelles sont vos opinions politiques, ne demande pas si vous êtes pour l'Ouest ou pour l'Est, pour le Nord ou pour le Sud. C'est tout, simplement. Le seul moyen qu'un obus n'arrive pas, c'est de maintenir la paix dans le pays et de le garder à l'écart de tout conflit international et aussi interne. À cet égard, je reconnais encore une fois ma culpabilité. Je demande pardon à Alexandre Grigorievitch Loukachenko pour ce que j'ai essayé de faire, et je voudrais profiter de l'occasion pour lui demander de me gracier et de me permettre de retourner auprès de ma famille, de mes proches aux États-Unis, de retourner à mon activité professionnelle. Et aussi, puisque je suis citoyen des États-Unis, je voudrais m'adresser aux candidats à la présidence des États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump, pour faciliter mon retour rapide aux États-Unis, dans l'État du Texas, à Houston, où ma famille réside jusqu'à aujourd'hui. Dans l'histoire de notre pays, il y a déjà eu des tentatives de changement violent de l'ordre constitutionnel. Cependant, les plans élaborés par le soi-disant groupe Zinkovich ont une ampleur et un cynisme sans précédent. Dans l'histoire de la Biélorussie indépendante, l'assassinat du chef de l'État, des membres de sa famille,
l'enlèvement et la torture de personnes, l'assaut d'objets stratégiques, l'intervention extérieure dans le fonctionnement du système énergétique du pays, les criminels ne se souciaient pas de l'opinion des citoyens ordinaires. En fait, ils envisageaient une guerre civile. La mort de civils ne les intéressait qu'une chose, le pouvoir. D'autant plus qu'au stade de la mise en œuvre du plan, les postes dans les plus hautes sphères du futur soi-disant pouvoir étaient déjà répartis. Les activités secrètes igualent un axiome. Si un terroriste passe à l'étape de l'exécution d'un attentat et n'est pas détecté par les services secrets, la probabilité de réalisation de l'attentat augmente considérablement et peut atteindre 70%. En ce qui concerne le groupe Zinkovich, les services de renseignement et de contre-espionnage ont agi de manière préventive. En fait, une rébellion militaire a été empêchée avec tous ses attributs. Avec le déploiement de véhicules blindés lourds dans les rues de Minsk, la mort de civils et par conséquent l'établissement d'une dictature militaire. Il est frappant de constater que l'objet du complot était le président, car il est le principal maillon actif, la colonne vertébrale de tout le système de pouvoir en République de Biélorussie. Et bien sûr, l'objectif est de déstabiliser le système de pouvoir, le système de gestion, de plonger la République dans le chaos. Rien de raisonnable, rien de positif ne résultera du développement de ce complot. Irrévésa. De quoi parle-t-on? De quoi parle Zinkovich? Que la propriété de la République de Biélorussie sera privatisée, livrée au pillage, que des Tchoubaïs et des gaïdars biélorusses émergeront, et en conséquence, nous resterons les mains vides. Et le résultat de ce chaos sera de pousser la République de Biélorussie vers quoi? Vers un scénario ukrainien, et nous aurons une guerre civile, du terrorisme, de l'extrémisme, et une absence totale de perspective pour notre existence future, y compris peut-être même en tant qu'État. Nous ne pouvons être souhaiter. Les Biélorusses, les citoyens doivent se rassembler autour de l'idée commune de protéger la Constitution, l'intégrité territoriale et l'indépendance de la République. Faire confiance à leur président. Regardez cela sur YouTube. Film Tuer le président. Détail de l'attentat contre Alexandre Loukachenko à chaud. Les traîtres sur la trahison de leurs propres services secrets et étrangers. Terrorman. Tentative des radicaux de Nidis Hoffman de faire exploser la Biélorussie de l'intérieur. Et aussi le TNT de la protestation sur les attentats de la bande de Nikolai Avtukovitch.